L'Europe boursière peut-elle sauver sa fin d'année? On pose la question à Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Directeur général adjoint de la financière Arbevel. Alors pour que tout le monde puisse déjà évaluer le retard du marché, c'est pour le marché américain plus 22% pour le S&P, plus 24% pour le Nasdaq. En Europe, plus 14% pour le DAX et on est à moins 2% ce matin, j'ai regardé, pour le CAC 40. C'est énorme quand même ce retard pour le marché parisien. Déjà, pourquoi cette différence avec l'Allemagne? Parce que finalement, on est quand même dans le bain l'Europe. Oui, c'est vrai. Alors, il faut avoir en tête que tout ça est décevant parce que ça vient après une phase qui était singulière. Une phase singulière parce que depuis le début de la décennie, on avait plutôt une surperformance de la France qui était vraiment tirée par ses valeurs du luxe, qui tirait un peu la bourre et dépassait facilement les performances allemandes, ce qui n'était plus une habitude qu'on avait. Et en même temps, également, à l'échelle internationale, faisait figure de leader. Et donc, c'est vrai qu'on commençait à se dire que cette surperformance européenne et française qu'on attendait se matérialisait. Et là, boum, cette année, ça a été assez rude. Alors, pourquoi ? Déjà parce qu'après quelques trimestres l'année dernière qui étaient plus inquiétants, les valeurs américaines, elles, ont décollé, donc elles sont de leur classe à part. Qu'en Allemagne, les difficultés ont commencé avant, donc elles étaient déjà plus prises en compte, y compris lors des années précédentes, où ces sujets de récession en Allemagne, de difficultés industrielles, ne sont pas des nouveaux sujets de cette année. Alors qu'en France, le fait que le luxe, qui était quand même un secteur en forte croissance, commence à ne plus l'être vraiment, avec l'exception d'Hermès qui continue à surnager, est une réalité. Et que, en fait, on a eu une séquence où on attendait un boost JO et on espérait que les États-Unis seraient plus plombés par leurs élections. Et ça a été tout le contraire, puisque le marché américain a trouvé que les élections, c'était formidable. Et pendant ce temps-là, les JO ont eu d'abord avant ce petit plus de la dissolution. Oui, on a eu, nous, un effet élection à laquelle on ne s'attendait pas et qui ne nous a pas fait du bien. Et en fait, on a eu après ce côté où on s'attendait que les Jeux Olympiques amènent énormément de monde. Et en fait, ça a presque eu un côté d'éviction du tourisme avec des compagnies aériennes qui s'émouvaient de ne pas voir grand monde venir en France et d'autres pays limitrophes qui faisaient leur meilleure année de tourisme ever. Et donc, c'est vrai que voilà, on a regroupé un certain nombre de choses qui font que l'année 24 ne sera pas un grand cru, déjà pour les résultats des entreprises européennes. Et donc, fatalement, boursièrement, ça aide moyennement. Oui, si on parle du luxe, c'est vrai que là, ce n'est pas du tout un bon cru. 2024, il y a le ralentissement en Chine qui les impacte. Mais boursièrement, la sanction n'est pas non plus horrible. Même sur Kering, on l'a vu au moment où ils ont sorti leurs résultats, c'était quand même des chiffres, des baisses à 2 chiffres. Ça avait déjà beaucoup baissé en fait. Le parcours de Kering, c'est quand même très très compliqué sur une durée assez importante, puisqu'en fait, c'est une société qui a vraiment avancé sur les résultats de Gucci, qui sont quand même taris de manière assez forte et qui est quand même largement en dessous du reste. Et de toute façon, qui se réorganise en ce moment. Voilà, mais il est vrai que le luxe, on avait le sentiment, en fait, pour synthétiser le sentiment qu'on avait historiquement, c'est que quand vous preniez les années 2000-2010, dans les indices européens, il n'y avait pas beaucoup de valeurs de croissance. C'était pas très sexy. Vous preniez votre Eurostoxx, vous alliez de BBVA à Santander, à Total. Tout ça sont des belles valeurs, mais ce n'est pas des valeurs de croissance. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, vous aviez des vraies valeurs de croissance. Donc on se disait que c'était normal d'avoir cette décote. Ouais. Et puis, depuis 2-3 ans, avec l'émergence des champions européens dans le luxe, d'ASML dans les semi-conducteurs, de Novo Nordisk récemment avec ses produits anti-obésité, on avait le sentiment qu'il y avait une émergence d'une tête européenne qui, en ayant des croissances comparables à celles des grandes valeurs américaines, devait permettre de réduire un peu cette décote. Et là, cette année, on a un recoup d'accélérateur avec l'IAD, cette société américaine, pendant que il y a une année de transition pour beaucoup de sociétés européennes. Est-ce qu'on se rend pas compte que ce n'est pas vraiment des valeurs de croissance, le luxe? Alors, je pense que ça l'est vraiment, mais ce qu'il faut être clair sur le fait qu'il y a des éléments conjoncturels, que les éléments conjoncturels restent un choc assez positif aux États-Unis sur la partie IA. Ça, on est vraiment dans quelque chose de conjoncturel avec l'émergence ChatGPT. Et on a un choc conjoncturel lié à l'immobilier en Chine qui a amené les dirigeants à passer un message qui est de dire quand on n'a pas de croissance, on ne fait pas les malins. Donc on arrête les bijoux, les signes extérieurs de richesse. Et ça, c'est bien compris par le reste de la population comme low profile. Et donc du coup, c'est moins le moment d'aller passer son temps à acheter des bagages, des sacs à main. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui est malgré tout conjoncturel. Mais on voit que il y avait un monde qui était à la fête, c'est des termes qui étaient employés dans les conférences par exemple de LVMH. Le monde n'a plus le cœur à la fête, mais on reste sur des valeurs qui, dans le cas de LVMH et Hermès, sont des belles valeurs et de qualité qui vont revenir à un moment de la croissance. On aura la même chose sur ASML, année de transition vers de nouveaux types d'appareils de gravage de semi-conducteurs. Donc on voit que les champions européens sont plus dans une année de transition au moment où les champions américains ont réaccéléré. Oui, et si c'est des vraies valeurs de croissance avec les taux qui vont baisser, elles devraient remonter parce que les valorisations vont de nouveau augmenter. C'est le cas vraiment dans la tech. Le luxe peut espérer ce rebond lié à la baisse de taux. Oui, et puis il y a l'intérêt dans les valeurs du luxe aussi que la marque a une valeur. Alors c'est effectivement, vous le disiez, moins vrai sur Kering qui a souffert, mais c'est tout à fait vrai dans le cas d'LVMH ou Christian Dior qui est également coté ou dans le cas de Hermès.
LVMH se traite pas loin des 16 fois, qui était plutôt un des points bas, 20 fois, pardon, un des points bas depuis 2016, vous voulez le dire, alors qu'avant, ça se payait jamais 20 fois. Là, on est plutôt dans des périodes, des multiples qui sont assez bas, donc il y a tout à fait des raisons de considérer qu'à ces niveaux-là, il y a plein de valeurs qui sont intéressantes, mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'à un moment donné, si on veut réduire les écarts de performance entre États-Unis et Europe, il va falloir retrouver un chemin de la croissance. C'est-à-dire que se dire que des sociétés peuvent se payer plus cher, oui, il y a beaucoup de sociétés européennes qui peuvent se payer plus cher. Et plus des côtés, type Stellantis, secteur automobile, au plus cher comme le luxe, il y a toujours une marge de manœuvre. Mais la question, c'est pourquoi on aura envie de les payer plus cher? Et à la fin, c'est quand il y a de la croissance. Et là, les États-Unis, alors que voilà, ils avaient une année de 2022 difficile, ont retrouvé ce chemin de la croissance des valeurs. Et c'est ça qui crée une différence qui est pénible pour l'investisseur européen, qui a toujours envie de travailler sur le marché domestique et les sociétés qu'il connaît bien et qui voit le marché américain, en plus de manière extrêmement concentrée, sortir à nouveau de cette année des performances qui sont assez impressionnantes, et avec des sociétés qui continuent à publier à 2 chiffres, des 10-15%. Oui, on le voit en ce moment avec les GAFAM forcément, et quand on compare avec les sociétés européennes, oui, ça fait plutôt mal. Si on s'intéresse au secteur auto, là plutôt en Allemagne, il ne vit pas des heures de gloire, pourtant là aussi c'est pas la catastrophe boursière. Je regardais Volkswagen hier qui a quand même annoncé une baisse notable de son bénéfice, on était quand même en hausse. Alors c'est encore l'espoir d'une restructuration, de la chasse au coût. Alors c'est quand même une histoire qui est longue, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que Volkswagen, ça vaut moins que la trésorerie de Stellantis. Donc je veux dire, pour nous qui avons l'habitude de voir nos acteurs qui étaient des nains face aux Allemands qui étaient les géants, il y a quand même eu un changement de paradigme. C'est-à-dire que la valeur d'auto allemande n'est plus une valeur qui est recherchée. Et à la limite, les investisseurs aujourd'hui vont plus regarder du côté de Ferrari, avec cette image d'ailleurs presque d'une société de luxe, beaucoup plus que les Allemandes. Donc ce déclassement, il est quand même déjà pas mal fait. Maintenant, il y a 2 questions qui sont cruciales. Une question qui est globale, européenne, qui est est-ce qu'on n'a pas passé le point bas? Et là, par exemple, des publications comme celle de Saint-Gobain qui communiquent sur le fait du point bas, il a été dépassé. Voilà, qu'on puisse arriver à des points bas, ça fait que beaucoup de valeurs, on pourrait citer même Worldline ou autres valeurs un peu déclassées, qui avaient beaucoup souffert, où les gens se disent peut-être que le plus dur est derrière nous, ça c'est une thématique qui est réelle et qui est une source d'espoir pour que ça reparte, parce qu'avec ces baisses de taux qui ont commencé à avoir lieu, qui vont avoir des effets, qui vont se prolonger, il y a un vrai narratif pour considérer que le creux cyclique peut être derrière nous. Après, il y a un sujet spécifique à l'automobile qui sont les normes. Avec tout ce sujet en fond qui serait compliqué à détailler, mais avec des amendes énormes qui sont prévues par l'Europe si les différents acteurs n'arrivent pas. Sont pas d'accord entre eux. Voilà. Et là, l'idée que peut-être que si c'est un peu compliqué, que les sociétés commencent à tirer la langue, on pourrait avoir des ajustements à ces niveaux-là. C'est un sujet qui est très spécifique à l'automobile. Donc il y a un point bas cyclique qui est quelque chose qui s'entend et qui peut être un potentiel de rebond. Et puis la deuxième étape, c'est le point de vue réglementaire qui, sur le secteur automobile, est un vrai sujet, avec cette contradiction qui est réelle dans le marché, qui est extrêmement importante, que en fait, ces sociétés-là n'ont plus de poids boursier. C'est-à-dire que le secteur automobile allemand, vous comparez ça à un des GAFAM, ça n'existe pas. Donc c'est des secteurs qui n'existent plus. En revanche... Oui, c'est ça, Tesla, la semaine dernière, a pris en une seule journée l'équivalent de la capitalisation boursière de Ford, Stellantis et GM. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à force d'être bloqué sur les marchés et de se dire cette boîte-là, c'est 2500 milliards, nous, nos trucs qui pèsent 30 milliards, on s'en fout, c'est oublier aussi que c'est parfois énormément de salariés. C'est des coûts de 300, 500, 700 000 salariés pour des sociétés allant de Téléperformance à Carrefour ou Volkswagen. Et donc, c'est des poids sociaux, c'est des poids politiques qui sont énormes. Et donc, toute la différence qui est intéressante aujourd'hui, c'est comment on réconcilie le fait que les sociétés avec des très gros capitaux humains sont en fait plus tellement intéressantes en bourse, ou en tout cas ont été dévalorisées, mais ont quand même un poids politique extrêmement fort. En fait. Ouais. Voilà. Et en fait, on a basculé. Et là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que, effectivement, j'aimais à dire en début d'année, c'est plus vrai avec l'accélération, que Nvidia avait le même chiffre d'affaires que Carrefour et qu'il y avait un écart de valorisation d'une société qui pesait 10 milliards à une société qui en pèse aujourd'hui 3 000. Donc, vous voyez que pour des chiffres d'affaires équivalents, en fait, l'importance, c'est la marge, c'est plus la ressource humaine. Et c'est exactement ce que nous a montré l'émergence du luxe. Beaucoup de marge, pas tant que ça de salariés. Et à côté de ça, la voie qui émerge, c'est de dire, bon les gars, c'est bien, mais si on ferme toutes les usines, vous allez quand même avoir un problème. Et donc c'est là où le politique européen change un peu de sa logique de Startup Nation à, on va peut-être pas tuer tout le secteur automobile européen avec des normes, on va peut-être faire un peu gaffe. Oui. Et donc c'est ces 2 espoirs-là, qu'en fait, quelque part, la difficulté cyclique crée, 1, la réaction, et 2, peut-être un peu plus d'indulgence du régulateur. Et donc ça laisse supposer que le rattrapage européen peut passer par là, mais un rattrapage de tout ce segment qu'on pourrait appeler value européen ne sera pas suffisant pour rattraper les États-Unis. Il faudra soit un peu de gadin américain, ce qui après une année où le marché a fait une performance supérieure à ce qu'attendait la totalité des observateurs, qui est un peu d'accalmie au moment où il va falloir revoir quand même les sujets budgétaires américains et d'un déficit qui n'est pas tenable.
et l'idée qu'en Europe, on peut retrouver un peu de chemin de la croissance après une baisse, c'est deux théories qui peuvent se faire. Espérer qu'on ait un recroisement significatif d'ici la fin de l'année, je pense que c'est trop tôt. Et dans cette saison de publication, vous qui écoutez aussi les calls des dirigeants, vous les sentez comment, ces dirigeants optimistes ou pas? On a eu comme Gemini quand même hier qui parlait d'un marché mou pour 2024, ils ne voient pas de reprise en 2025 et en même temps ils ont eu des mauvaises surprises cette année. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi des mauvaises surprises qu'ils n'auraient pas anticipées? Vous avez raison, effectivement, chez Arbevel, on a beaucoup d'analystes qui sont dans tous les calls. Et ce qui est très intéressant, c'est toujours la même chose. C'est pas d'écouter le dirigeant, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a comme écart entre ce que dit le dirigeant et ce qui était attendu. Vous voyez, hier, on a des publications de Microsoft, de Meta qui sont énormes et les titres ne sont pas pour l'instant attendus en hausse, justement parce que l'attente était déjà extrêmement forte. A contrario, il y a certains titres. Et les sociétés de conseil, typiquement, qui sont parfois les premiers budgets coupés dans des phases de ralentissement, ne sont pas attendus comme des sociétés, alors même si ça baisse quand même quand il y a des mauvaises nouvelles, mais ne sont pas attendus comme les premiers à bénéficier d'un redémarrage. Alors que d'autres secteurs, et on suit, il y a des secteurs typiques, travail temporaire, il y a des secteurs typiques effectivement industriels qui voient plus ça, où on va plus écouter le sujet. Aujourd'hui, le marché il se projette sur 2025. L'idée que la fin 2024 puisse être bonne ou pas bonne, c'est pas totalement un sujet. Il faut se rappeler qu'une société, même quand vous l'achetez comme les indices européens, 13-14 fois les résultats contre 22 aux États-Unis, si je caricature, votre premier trimestre, c'est jamais que un cinquantième, alors on actualise, donc c'est pas aussi simple que ça, mais peut-être un trentième de votre valorisation. L'année 2024 est déjà faite, quoi. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est est-ce que votre niveau un peu terne, c'est ce qu'on pourrait appeler le new normal, c'est-à-dire quelque chose auquel il faut s'habituer, ou est-ce que c'est un point où ça recommence à escalader? Et là, toute la question, elle est un peu d'essayer d'avoir cette info. Et c'est pour ça que cette conférence de Saint-Gobain, justement, que vous citiez, a été vue comme intéressante parce que tout le monde attend le moment où les gens vont dire « Ah, ça frémit ». Et on a des signaux comme quoi ça frémit un peu, c'est pas forcément certain que ça frémisse pour tout le monde. Voilà. Donc l'idée d'un peu de rebond cyclique, surtout en Allemagne, il faut le rappeler, la croissance est quand même dans les territoires qui flirtent avec le négatif trimestre après trimestre depuis maintenant assez longtemps. Voilà. On sait que toute la difficulté, si on doit résumer ça, c'est qu'une économie de service peut fonctionner avec des taux à 4 ou 5. Parce que les gens ne reportent pas leur achat d'un abonnement Netflix, parce qu'on n'a pas beaucoup de dettes, parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui demandent des augmentations vis-à-vis de l'inflation. Une économie industrielle ne tourne pas très bien avec des taux à 4 ou 5. Donc on peut penser que l'avancée vers ces cycles de baisse de taux sera probablement plus impactant en Europe qu'il le sera aux États-Unis, en tout cas pour le tissu industriel, et que ça peut aider. Donc on peut être optimiste sur un potentiel rattrapage de l'Europe. On pourra en parler aussi d'ailleurs, et des petites valeurs qui sont encore plus en retard. Je pense que c'est quelque chose qui va demander un peu plus de temps. Mais l'effet de la baisse de taux, il faut aussi lui laisser le temps de s'imprégner dans l'économie. Ça peut prendre du temps là aussi. Alors, ça prend du temps. Alors attention quand même, c'est vrai qu'à un moment, on augmentait les taux par 0,25 tous les 3 mois. Donc ça mettait aussi du temps parce que c'était pas très fort. Là, on y allait quand même pour de vrai. On y allait de manière un peu plus rapide. Et donc l'idée, quand on y va un peu plus fort, ça peut se montrer un peu plus vite, c'est vrai. Et puis n'oublions pas qu'il y a deux éléments pour les actions. Il y a un élément, c'est l'économique. C'est-à-dire le temps que les consommateurs consomment et que du coup les sociétés le voient, qu'elles réembauchent, qu'elles relancent des plans d'investissement, etc. Puis un deuxième élément, c'est le flux de l'investisseur. C'est-à-dire que si on vous dit juste votre trésorerie elle est moins bien rémunérée, peut-être que vous allez dire puisque mon monétaire est moins bien rémunéré, je vais me déplacer vers un portefeuille obligataire ou action. Et ça, c'est la deuxième part, c'est la part valorisation. C'est quelque chose qui peut être assez puissant. On manque de l'investisseur qui a un peu déserté les marchés depuis maintenant 2022. Et ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc il y a pas mal d'éléments qui peuvent être constructifs. Maintenant, c'est vrai qu'on est toujours impatient. Et comme vous le dites, même si les baisses de taux, ça prend peut-être moins de temps quand ça va un peu plus vite qu'à des périodes où on était très très calme sur les mouvements. Et il faut quand même laisser le temps que ça infuse un peu. Et on suivra ça. Merci beaucoup à Thibaut Prébet, donc de la financière Arbevel. Merci à vous.